Bien, bonsoir à tous. Vous allez assister à la présentation Design and Implementation of a RPC Library in Python, présentée par moi-même, Rémi Audebert, pour la LSE Week 2014. Alors, dans cette présentation, on va parler de RPC. Le RPC, c'est le Remote Procedure Call. C'est un système dans lequel on a des services avec des méthodes qui sont des méthodes comme dans les langages de programmation normaux, avec des paramètres, des valeurs de retour, et puis des clients qui n'ont rien de spéciaux, sauf que ces clients peuvent envoyer au service des requêtes leur demandant d'exécuter certaines de leurs méthodes, en leur passant les paramètres, avec un message qui s'appelle une request. Le service va exécuter ce que le client demande de faire, et lui renvoie la réponse dans un message qui s'appelle reply. Alors en particulier, ce que je vais vous présenter, c'est cette implémentation dans un système qui s'appelle CelaServe 2, qui donc se base sur TCP/IP, les clients et les services communiquent en TCP, avec un serveur centralisé. Donc tous les messages passent par ce serveur, en particulier c'est intéressant pour loguer tous les messages. Et vu qu'on est en TCP/IP, ça sert aussi de proxy si les services et les clients ne sont pas sur le même sous-réseau. On utilise Protocol Buffer pour encoder les messages. Si vous voulez, le code, c'est du Go, mais on n'en parlera pas pendant cette présentation. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est l'implémentation de l'envoi des messages en Python, avec une bibliothèque qui gère les clients et les services. Alors comment ça se passe? On a tout d'abord le serveur, qui s'appelle CelaServe, qui tourne. On lance un autre process, qui va être là le time service, qui envoie un message register au serveur. Il lui dit j'existe et je m'appelle time. On a un deuxième process, client, qui se connecte au serveur et qui envoie un message request avec 4 paramètres. Le premier, c'est le service qu'il veut contacter. Le deuxième, c'est la méthode qu'il souhaite appeler. Le troisième, c'est un identifiant unique. Parce que le protocole est complètement asynchrone, et donc on peut envoyer plusieurs requêtes à la fois, et quand on reçoit les réponses, il faut bien savoir à quelle requête elles correspondent. Donc ce message est envoyé au serveur central, qui regarde dans sa table des services où est le service en question, ici time. Il lui envoie directement le message du client. Le service calcule ici la date, qui lui renvoie dans le quatrième champ, qui est à l'envoi le champ des paramètres et au retour le champ des valeurs calculées, qui renvoie au serveur. Le serveur log, enregistre le fait que la réponse a été reçue, et le renvoie au client. Alors nous, ici, c'est une bibliothèque en Python 3 qu'on va regarder, avec quelques besoins spécifiques qui expliquent pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé une bibliothèque existante ou un système existant. On veut ne dépendre à aucune autre bibliothèque autre que le Python 3 Vanilla, sans rien d'autre. Et cette bibliothèque doit gérer le côté client et le côté service, donc on n'a pas implémenté le serveur en Python. Et en pratique, cette bibliothèque, on a un côté humain qui est qu'il faut qu'elle soit facile à utiliser, difficile à rater dans son utilisation, qu'on le sait bien, des gens vont mal l'utiliser quand même, et que dans ce cas-là, il faut que tout ne crache pas, que ça annonce clairement quel est le problème. Et puis, finalement, on sait très bien cette bibliothèque par qui elle sera utilisée. En réalité, c'est la bibliothèque qu'on utilise à Evolutech pour faire des robots, pour la Coupe de France de robotique. Et on sait très bien que quand on va faire ce travail-là de coder les services du robot, l'intelligence artificielle, on est stressé, on n'a pas dormi, on sait qu'on va faire des erreurs. Donc on a l'idée de où va être utilisée cette bibliothèque, on sait comment, pourquoi, dans quelle ambiance, et donc ça va influencer tous les choix de design de l'API. Alors première partie, les clients. Les clients, très simple, on souhaite fournir à l'utilisateur déjà, le fait de ne pas dire explicitement où est la configuration de base, c'est-à-dire qu'il écrit juste « je veux un client » qui s'appelle CelaServe Proxy, et il n'a rien à faire d'autre. Mais s'il veut tester d'autres choses, on lui fournit 3 méthodes différentes pour fournir l'adresse du serveur. C'est utile à 3 étapes du code avec cette bibliothèque, quand on veut juste changer de serveur, par exemple pour tester un serveur de test, ou bien quand on code sur notre machine, et puis qu'ensuite on veut envoyer les messages, dans notre cas, au robot, donc là on doit changer de serveur,
ou bien de manière globale sur toute la machine. Si on veut dire que sur cette machine-là, le serveur il est en local et puis c'est tout, on a un fichier de configuration. Donc là, on a juste créé la connexion avec le serveur. Comment ça s'utilise? C'est très simple. On a client.leservice.la méthode, et c'est tout. Ça nous renvoie ce qui a été calculé par le service. Comment c'est implémenté? On a en Python des méthodes magiques qui ont la forme comme celle-ci, getAttr, qui quand elle va être appelée, on va lui passer l'objet courant, ici c'est client, qui a la connexion avec le serveur, et en argument, ce que l'utilisateur a tapé après le point. Donc ça, dans notre cas, on retourne un autre objet, qui est le service proxy, qui représente un service, et ainsi de suite. Ça fait cette chaîne-là. Donc quand on tape client.time.date, enfin .date.time, on va créer un premier objet qui est un service proxy, qui représente un service, puis avec la même méthode magique, on va créer un request proxy, puis avec la troisième méthode magique qui est call, qui est quand on effectue l'appel de la fonction, l'appel à la requête. Bon là, il y a la couche réseau qui entre en jeu, dont je ne vais pas parler parce que c'est pas intéressant. Et on arrive avec la valeur qui a été calculée. Et c'est à peu près tout ce qui se trouve dans le code du client. Il n'y a vraiment rien d'autre. La partie service, et c'est là qu'on entre dans du Python plutôt sympa. Donc, nous voilà avec un service basique, mais complet. Ça, c'est le code entier qu'il faut écrire pour faire fonctionner un service. Il n'y a rien d'autre à faire. Comme j'ai dit, la configuration, elle se fait ailleurs, donc on n'a pas à la spécifier directement là, c'est dans des variables d'environnement ou autre. On définit un service en sous-classant la classe service. On donne au système une méthode à exporter en faisant @service.action. Et cette méthode, c'est une méthode normale en Python qui peut s'utiliser depuis l'interpréteur, elle n'a rien de spécial non plus. Et elle effectue juste return ce qu'elle veut. Et en bas, on a juste l'instanciation de ce service, et puis .run qui va lancer le service, qui va se faire se connecter au serveur et qui va attendre recevoir des messages. Alors concrètement, ce qui nous intéresse, c'est ça, @service.action. Service, c'est la classe qu'on vient juste d'importer, on l'a pas instancié, c'est sur la classe. .action, c'est l'air d'être une méthode, et on l'appelle sur cette méthode-là, date. Alors, c'est les décorateurs en Python. C'est assez simple. C'est juste une méthode c'est une fonction qui prend notre fonction en paramètre. Là, par exemple, je fais un exemple. On prend une fonction, on crée une autre fonction qui, quand elle est appelée, affiche un message, puis effectue le vrai appel de fonction. Alors les étoile args et double étoile quark, c'est en Python pour dire tous les types d'arguments. On passe ces arguments-là, peu importe ce qu'ils soient, à la fonction, et c'est tout. Ce que fait la log usage, elle renvoie la fonction qu'on vient juste de créer, et qui sera donc la fonction qu'on va utiliser après. Voilà, on l'utilise, on lui passe une fonction, on récupère une nouvelle fonction, on l'appelle, ça fait notre print, et on a la valeur qui a été faite par la première fonction. C'est tout ce que fait un décorateur, c'est juste une fonction qui prend une fonction, qui renvoie une fonction. Nous, dans notre bibliothèque, on va pouvoir écrire ça. On va pouvoir donner des alias à des méthodes. Parce que dans le premier exemple, le nom, c'était le nom de la fonction. Et là, on veut juste donner un autre nom, ou en calculer un nouveau. Le problème, c'est que ça ne ressemble pas du tout à ça, ce qu'on veut lui faire faire. Alors il y a une différence qui est assez nette, c'est que dans le premier cas, on appelle juste la méthode avec la fonction, et dans le deuxième cas, on appelle la méthode avec un nom, et puis on réappelle le retour de cette méthode-là avec notre fonction. Donc c'est un problème parce qu'on aurait pu imaginer d'autres méthodes qui impliquent, par exemple, de donner un nom. On pourrait dire name égale action name. Ça aurait compliqué le travail de l'utilisateur qui aurait dû se rappeler qu'il fallait mettre name, qui aurait pu rater et mettre juste la chaîne, comme là. Et donc le code aurait cru que c'était une méthode et ça n'aurait pas marché. Donc on a décidé juste de simplifier et de gérer cette complexité du côté de la bibliothèque et pas à forcer l'utilisateur à s'en rappeler. Donc voilà tout le code de Action. Alors on va le prendre ligne par ligne. C'est dans la classe service. On dit que c'est static method parce que ça n'a pas de rapport avec une instance de service. Ça va uniquement tourner, c'est juste là pour pouvoir faire service.action.
Et ça fait une fonction, cette action, et qui fait après toute la magie de ce décorateur, c'est qu'on prend la méthode et on lui rajoute dans un attribut qu'elle contient la liste des noms qu'on lui donne dans le système de RPC. Voilà, c'est ça que fait le décorateur. Pour gérer le fait que parfois on nous passe une chaîne de caractères et que parfois on nous passe une méthode, on vérifie ce qu'on nous passe avec la fonction Python callable pour savoir si c'est quelque chose qui peut s'appeler, parce qu'une chaîne de caractères ça ne peut pas s'appeler. Et dans le cas où c'est une méthode, on fait directement cette action-là, on retourne le fait de rajouter le nom, et sinon on passe par un wrapper qui prend la chaîne l'alias, qu'il capture ici, et qui sera appelé avec la méthode dans le deuxième cas d'utilisation, celui-là, où on appelle 2 fois le décorateur. Et voilà, tout ce qu'il faut mettre en place pour gérer ce cas-là. Alors deuxièmement, pour le service, on veut le rendre fiable, et on sait que les gens vont mal l'utiliser. Et on veut leur dire quand un client utilise mal le RPC, lui dire tu as donné le mauvais nombre d'arguments ou trop d'arguments. Bah pour ça, en Python, on peut utiliser le fait que si on appelle mal une méthode, ça fait une exception de type type error. Le problème, c'est que ça, c'est du code qui tourne sur le service. Le service est codé par quelqu'un de normal, qui lui aussi peut faire des erreurs, et qui lui aussi peut générer des type errors. Ce qui veut dire que si on devait se baser sur le fait que notre code renvoie un type error pour savoir si c'est une erreur de l'appel de fonction ou une erreur de l'exécution du code, on a raté. Alors, on a dû trouver des méthodes pour contourner ce problème. Alors, la première, c'est juste de ne pas gérer ce cas-là. Et c'est que s'il y a une erreur, on la donne à l'utilisateur et c'est lui qui va regarder si ça vient de chez lui ou si ça vient du code du service. Mais ça, c'est pas très user-friendly et c'est irritant pour quelqu'un qui pense, par exemple pour l'utilisateur, qui veut juste faire son appel de méthode sur le RPC, qui se prend une erreur de quelque chose qu'il n'a pas codé, si c'est le service qui a une erreur. Donc on va essayer de trouver des vraies méthodes, des vraies solutions à ce problème-là. Alors la première, c'est un hack, c'est d'utiliser la stack qui a été générée au moment de l'exception. Parce que si l'exception, le type error, a été générée lors de l'appel de la fonction, eh ben, on a une stack de 1, c'est uniquement l'endroit où on est. Mais si l'erreur a été générée après l'appel de la fonction, dans le code de la fonction, on a une stack de 2, c'est-à-dire qu'on a passé l'appel de la fonction. Et grâce à ça, on sait qui a généré le type error, si ça vient de l'appel de fonction ou du code du service. C'est pas très propre. Alors en Python 3.3, il y a un nouveau type d'objet qui permet d'inspecter des méthodes et d'avoir leur signature, et de savoir comment les appeler. Ça se fait avec le module inspect.signature. Donc on lui passe une fonction, il donne sa signature. Ce qui est vachement bien, c'est qu'on peut lui passer des arguments et vérifier si ça bind, c'est-à-dire si on aurait pu l'appeler avec ces arguments-là. Par exemple, là, je crée un dictionnaire des arguments, c'est exactement ce qui passe sur le RPC. Le RPC, on envoie des dictionnaires d'arguments, et on essaie de le binder avec cette méthode-là, avec cette fonction. Et ça marche, on récupère un objet de type bound arguments. Mais le problème, c'est que si ça... Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça marche même avec des types de signatures complexes qui utilisent, par exemple, les arguments variadiques de Python. Et il va réussir tout seul à mapper nos paramètres à nous aux paramètres de la fonction. Et si on lui passe des mauvais paramètres, il nous le dit, type error. Sauf que là, on n'a pas exécuté de code. On sait bien que ce type error-là, ça vient, ou du moins ça serait venu lors de l'appel de la fonction. Le gros problème, c'est que c'est lent. C'est ultra lent de faire ce type de check avant l'appel de la fonction. C'est 63 fois plus lent. J'ai fait des tests. Et alors, finalement, ce qu'on a fait, c'est juste, on le fait comme ça, avec le méthode de la stack. C'est un idiome en Python qu'on retrouve dans plusieurs autres langages, c'est plus simple d'essayer, et que si ça ne marche pas, et bah, tant pis, on va le dire, on va faire la correction. Et ça a l'avantage, pour le coup, d'être beaucoup plus rapide. Voilà. Mais on a vu les signatures qui sont arrivées en 3.3. Elles permettent d'autres choses. Elles permettent d'utiliser les annotations qui sont venues avec Python 3, qui sont des choses qu'on peut rajouter aux paramètres. On peut dire ce paramètre,
on peut lui dire ça aura cette tête-là, donc n'importe quoi. C'est absolument pas utilisé dans Python pour faire quelque chose. C'est uniquement des données qu'on peut attacher à des paramètres, ou bien au retour de fonction. Et quand on demande la signature de cette fonction-là, on retrouve ça, qui est la description des paramètres et sa valeur de retour. Alors ce qu'on a fait dans la bibliothèque, c'est qu'on fournit aux utilisateurs une méthode d'introspection sur les services, et on peut lui dire que telle méthode s'utilise comme ça. Et c'est ça qu'on lui envoie. Donc on lui dit, ce paramètre-là, il devrait avoir cette tête-là. Ça permet de donner plein d'informations. On ne donne pas juste une information type. Parce qu'en Python, un type, on ne va pas se fier sur un type pour savoir si ça fonctionne. Et voilà. Voilà 3 points de cette bibliothèque que je voulais vous présenter. Mais il y en a encore plein d'autres. Et si vous voulez qu'on en discute après, on peut revenir sur tous ces types de points de Python qui sont utilisés dans la bibliothèque que je vous ai présentée. Voilà, donc si vous voulez le code, se trouve ici. On a aussi de la documentation qui montre comment l'utiliser si ça vous intéresse, juste de l'utiliser sans savoir comment c'est implémenté derrière. On a un channel IRC et si vous voulez me contacter, c'est à ces adresses-là. Est-ce que vous avez des questions ? Je peux peut-être revenir sur un point dont je n'ai pas parlé très rapidement. Quand on a présenté les décorateurs, c'est qu'il faut bien se rendre compte que faire un décorateur, ça modifie la fonction. Et si par exemple, comme dans notre cas, on avait rajouté des choses à la fonction, par exemple notre underscore action pour dire le nom de l'action, eh bien le fait d'appliquer un décorateur, ça aurait changé la fonction et on aurait perdu cette information-là. On aurait aussi perdu par exemple la documentation. Ou si on avait mis des annotations, on les aurait perdues aussi. Et donc la bibliothèque standard Python nous fournit un tout petit outil qui s'appelle functools.wraps qui nous permet de transférer ces informations-là au décorateur. Voilà. C'est un point sur lequel je voulais revenir. Alors moi j'ai peut-être une petite question, parce que quand tu es passé par la partie où on peut checker les paramètres en avance, et puis après tu as ces histoires d'extensions qui vont te permettre de récupérer les signatures. Oui. Et la question c'est, ok, leur implémentation de check d'adéquation entre tes paramètres et ton appel est lente, mais finalement pourquoi est-ce que ces signatures que tu récupères, tu ne peux pas toi les matcher? Alors faire ça Oui. Alors déjà c'est parce qu'en Python on a le coût des décorateurs qui fait qu'on change la signature. Donc on peut se retrouver aussi avec des fonctions partielles qui ont été partiellement créées avec un paramètre déjà à l'intérieur. On a le cas des paramètres variadiques que si on veut le checker à la main, c'est chiant. Et bind le fait à notre place. Donc autant le laisser faire. Lui, il va gérer tous ces cas-là, tous les cas spéciaux d'appel de fonctions en Python. D'accord, donc c'était plus parce que... ils l'ont fait pour nous, hein, c'est ça. Ah, ok. Je pense qu'on va passer... Ah, t'as une question ? D'accord. Bon, merci à vous.